Bonjour à vous, une quinzaine de jours que je n'avais pas fait de vidéo, et activité très chargée de mon côté, non pas pour les vidéos, mais plutôt pour la branche édition. C'est l'activité qui me prend le plus de temps. Et donc j'en profite pour vous parler des quelques nouveautés à venir. Aujourd'hui part en impression le livre Yémen, les guerres des bonnes affaires, un ouvrage extrêmement sulfureux de la part du journaliste d'investigation Romain Molina. Je suis très heureux d'éditer, j'avais déjà édité son précédent livre, Beautiful Game. Là, c'est vraiment un ouvrage avec des révélations assez tonitruantes, notamment du côté de Total de la France, mais pas que. On va voir comment les grandes puissances occidentales font de certains pays étrangers un terrain de jeu pour se disputer des ressources énergétiques. Et ressources énergétiques, il va en être question dans cette vidéo. Pourquoi j'ai décidé de faire une collection société, alors que je suis très branché sur la santé, parce que, évidemment, vous le voyez, hein, ce qui peut se passer au niveau sanitaire a d'autres imbrications, d'autres intrications, et donc il convient de savoir discerner un petit peu ce qui se passe au niveau macrocosmique pour voir des enjeux où on va dire on a des conséquences. Là, bien sûr, on va parler de l'alimentation, de la hausse des coûts de production, de la difficulté à s'alimenter, mais il faut comprendre pourquoi. On va essayer de tisser quelques liens dans cette vidéo, mais j'en profite pour faire un peu de pub, parce que c'est comme ça que je peux faire vivre à la fois les auteurs et ma maison d'édition pour continuer de faire un travail de fond. Si vous ne le savez pas, j'ai édité le livre de Mehdi Belhadj-Kassem, Cholari Cocovirus. Voilà un ouvrage qui détaille et décortique la crise sans concession de la part du philosophe Mehdi Belhadj-Kassem. Tout cela vous retrouvez sur exuvie.fr, hein, c'est en description. Et puis on va dire j'ai édité 3 petits manuels de défense psychologique, psychique, mentale, on va dire, avec en rééditant 3 ouvrages. Discours de la servitude volontaire, Note sur la suppression des partis politiques de Simone Veil, la philosophe, et puis Ansel Belgarig, au fait. Donc 3 petits ouvrages à prix réduit que j'ai sortis au moment du premier confinement en avril 2020 afin de donner des clés de compréhension. D'ici là, rien n'a vraiment changé, mais par contre, ça nous permet de partir en arborescence et de comprendre ce qui nous attache. Parce que là, nous sommes attachés à une énorme dépendance, une dépendance énergétique. Je crois qu'on le voit, on nous demande de mettre des blousons. D'ailleurs, les ministres, premiers ministres commencent à mettre des doudounes, ça lance des modes, c'est très bien. Alors, on pouvait balancer de l'énergie à tout va, c'était pas un problème, mais là, il faudrait avoir froid. Et je crois qu'il y a un mouvement aux États-Unis qui est né où on met une tente dans sa maison. Voilà, pour garder la chaleur. Alors c'est rigolo, on peut faire un tipi puis jouer avec les enfants, ça se fait hein, dans certains salons, certaines chambres à coucher. Moi j'avais même une tente pas de patrouille dans laquelle je jouais avec mon fils lorsqu'il était petit. On peut imaginer qu'on va reloger dans la tente pas de patrouille, ça le fera rire. Pas sûr que ça le fasse rire sur les 6 mois de l'hiver, de même que ça ne fera peut-être pas rire de prendre des douches froides, mais si je lui explique que c'est la bonne cause, pour la bonne cause, peut-être qu'il le fera. Trêve de blague, on va essayer de rentrer dans quelque chose quand même qui est sérieux. Je dirais qu'on a du mal à transmettre de l'information sur ces crises successives qui s'additionnent par couches et dont on commence à déceler les ramifications un petit peu, parce qu'évidemment on demande de faire des efforts anecdotiques du quotidien, mais par contre il n'y a jamais de réforme, on va dire, macrocosmique. Ça n'intervient jamais, les jets privés, non c'est pas grave, les gros super tankers, les gros bateaux qui amènent des cargos entiers de conteneurs qui viennent de Chine pour des trucs en plastoc. Non, ça, il n'y a jamais question par contre de cette reconsidération-là. Il faut plutôt miser sur le fait de mettre des pulls, de surveiller la température comme c'est le cas en Suisse et d'avoir des amendes. Mais le point positif, c'est que là, ça commence à se resserrer, c'est qu'on arrive à la gamelle. Et souvent, beaucoup de personnes me disaient comment informer, comment réussir à toucher et à faire réfléchir les gens. Et moi, ma réponse est souvent, historiquement, c'est quand on commence à restreindre son alimentation. Quand il y a des pénuries, là en général on met son cerveau en marche, son cerveau reptilien, il y a un réflexe atavique de se dire merde, comment je vais manger. Et peut-être que c'est le moment de réfléchir et puis d'activer la deuxième, la troisième, la quatrième vitesse pour ceux qui auraient eu du mal. Donc
bienvenue à nous pour pouvoir réfléchir et échanger autour de ça. Moi, j'en ai beaucoup à apprendre et je suis très heureux de rencontrer des gens qui me stimulent. Alors, quels sont les dangers pour nous au niveau alimentaire après cette longue introduction? Et bien tout simplement, c'est annoncé, il y a eu le 22 septembre, je crois, il y a les représentants on va dire, de tout ce qui concerne la filière fruits et légumes en France. Ils se sont réunis, ils ont fait un communiqué presse en disant que il y avait un énorme danger de fermeture de 25 à 33% des entreprises de la filière. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une énorme hausse du coût de l'énergie, notamment sur l'électricité et le gaz. On parle, là il y avait l'interview, je vous mettrai, c'est sur le site de réussir.fr, un producteur d'endives disait par exemple qu'il était passé de 12 000 euros de facture d'électricité à 25 000 euros, et que là il y a une prévision de 700 000 euros. Donc là on est sur un gros facteur de multiplication, hein. Donc il dit je vais fermer. Donc de manière extrêmement pragmatique, si vous ajoutez déjà des conditions climatiques peu optimum, c'est-à-dire grosse canicule, donc c'est-à-dire soit la personne a dû faire marcher des pompes ou amener de l'eau, donc ce qui lui coûte de l'argent, il y a moins de reproduction, voire plus de production parce que ça a cramé, donc il va falloir qu'il répercute ça sur son moindre production, alors cette production maintenue en faisant tourner des pompes à électricité et en consommant de l'eau, il va falloir qu'il le répercute sur le coût de ses aliments. Ces aliments vont être transportés, donc ils vont devoir utiliser du gasoil. Et puis pour gérer tout ça au niveau logistique, dans des entrepôts, il faut de l'électricité pour faire tourner tout ça, les chambres froides, enfin voilà, les véhicules de manutention, etc. etc. Donc structurellement, il y a déjà ça. Mais si en plus vous rajoutez le fait de devoir payer des charges énormes, ça va multiplier. Et puis, on va dire, s'il y a des fermetures d'entreprises, peut-être que là c'est annoncé, donc 25-30%. Eh bien, ces entreprises ne vont plus produire le temps qu'il y a un écosystème de production qui se met en place. Eh bien, il va y avoir un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, c'est-à-dire, nous, on doit manger, mais il y a moins de production. Donc, ça va être la bourse qui nous achète le plus, sachant que la nourriture est une valeur refuge en bourse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu des rachats de céréales, de grains secs au profit de pays occidentaux, notamment les États-Unis, au détriment de pays du tiers-monde. Et donc le peu de stock qu'ils avaient de grains, ça avait été racheté parce que ça avait boursicoté derrière. Donc en fait, quand il y a une insuffisance de production, c'est-à-dire qu'on va prendre à l'un pour que l'autre puisse acheter parce que c'est l'argent qui dirige tout ça, il n'y a pas de solidarité. Alors il y a de la solidarité, on vous offre par exemple des médicaments gratuits, hein, depuis un an, là vous avez 1, 2, 3, 4 fois même des médicaments gratuits au nom de la solidarité. Mais par contre, pour la survie alimentaire, il n'y a pas de solidarité. Donc là, ça sera celui qui a le plus gros pouvoir d'achat. Donc d'un point de vue systémique, ça sera continent par continent, et puis après, pays par pays, et ensuite, eh bien, ça sera région par région, puis vous devrez peut-être faire face à la concurrence de votre voisin, qui aura peut-être plus d'argent que vous, pour pouvoir acheter ce qui a été produit. Et puis donc, il y a ce déficit de production structurelle qui fait que la nourriture va être plus chère, parce qu'il y aura moins d'offres, et puis également, elle va coûter plus cher à produire. C'est-à-dire ceux qui vont réussir à rester, qui auront les reins solides ou qui auront des possibilités de financement, de prêts, etc., eh ben, vont quand même devoir faire face à des charges énormes. Donc, ça ajoute une multiplication, sachant qu'on est en période de récession, donc le budget se contracte aussi pour les ménages pour pouvoir accorder de la place à la nourriture, ce qui fait qu'on va avoir une explosion, une surreprésentation du budget alimentaire dans le budget général. Ça, c'est pour la première chose, qui est déjà énorme. Donc ça pose un énorme problème. Bon, on peut se priver de cinéma, on peut se priver de loisirs. D'ailleurs, je crois que certains ont vécu l'expérience, hein, ils se sont déjà un petit peu préparés à ça, hein, parce qu'ils n'avaient pas de passe, donc du coup c'était peut-être un motif d'entraînement pour savoir ce qui était essentiel ou pas. Donc la nourriture semble essentielle, le logement semble essentiel, donc on a notre petite tente à l'intérieur de la maison dans laquelle on peut rejeter un petit peu de l'air à 37 degrés, et puis on va essayer de le maintenir avec des couches. Mais donc, il va bien falloir manger. Alors, le problème crée toujours une solution. Alors, la solution, c'est évidemment, pour celui qui détient du capital, d'investir massivement dans l'alimentation, mais il y a aussi l'opportunité
d'investir manifestement dans de l'alimentation industrielle qui ne soit pas basée que sur des aliments à base de fruits et des légumes qui demandent du temps de production, de maturation, et il y a des aléas climatiques. Alors j'en parlerai dans une vidéo à venir parce que il y a des personnes bienfaitrices pour l'humanité qui heureusement ont investi depuis un certain temps dans des technologies innovantes. Je pense par exemple à Monsieur Gates qui a réfléchi à tout ça. Donc aujourd'hui c'est le plus grand propriétaire terrien aux États-Unis. Donc j'imagine que de la même façon qu'il a une fondation, c'est pour distribuer de l'alimentation, enfin produire de l'alimentation et distribuer au plus bas coût. De la même façon qu'il distribue plein de choses dans le monde pour les enfants, notamment dans des petits récipients avec des aiguilles au bout. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et on peut l'encourager à le faire, à acheter des terres. Même chose également, il a investi avec sa fondation dans le plus grand bunker de graines, de semences qui se trouve en Norvège. Je retrouverai ça, je vous mettrai en description. Donc ça, c'est bien aussi. On sécurise les semences pour l'avenir. Et puis là, il investit beaucoup dans l'élevage d'insectes pour en faire des steaks, d'insectes, des insectes qui sont nourris d'excréments, et notamment des excréments animaux ou humains. Donc je vais vous faire une grosse vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, restez en lien et abonnez-vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas évidemment tout ce que je vous balance là, même en quelques clics vous allez le trouver, mais c'est assez intéressant à décortiquer. Donc on va prendre le temps de ce travail de décortiquage là, parce que oui, l'alimentation est une énorme aubaine financière, et ça devient un calvaire pour nous qui vont le nourrir. Donc là, on a dressé un portrait un peu sombre, un peu noir, c'est pas terrible. Y a-t-il des solutions? Il y a toujours des solutions. En fait, c'est l'équilibre du monde, mais ça va demander des efforts, au moins de réflexion, d'entraide, et puis de prendre parti dans le réel et venir manifester des changements. La première solution, évidemment, si on a dit qu'il fallait de la consommation énergétique pour faire pousser, c'est d'essayer de minimiser ces coûts énergétiques. Eh bien, le fait de les amoindrir, ça va être déjà de travailler en circuit court. Si vous faites un circuit court, vos légumes ne vont pas se déplacer beaucoup. Alors, je passe outre les aspects économiquement intéressants pour tout le monde, et puis l'aspect santé, parce qu'on a des légumes frais adaptés à notre environnement propre. Donc c'est très bien, mais là vous allez diminuer, on va dire, les coûts de transport, les coûts de stockage également. Donc ça, c'est la première chose. Et puis évidemment, la chose la plus logique, c'est de s'autonomiser sur sa nourriture. Oui, ça prend du temps, oui, il faut un peu de terrain, mais vous pouvez demander, moi je connais beaucoup de personnes qui ont fait ça, notamment pendant les premiers confinements. C'était papy, mamie, qui sont les voisins, qui n'ont plus le temps de faire le jardin, qui n'ont plus la capacité physique de faire le jardin, vous me prêtez vos terres, je fais le jardin à votre place, ou vous m'aidez un petit peu, vous me transmettez des infos, ne serait-ce que théoriques, parce que si vous avez peut-être de l'arthrose ou des becs de perroquet ou que sais-je, moi j'apprends, je fais le jardin, puis on divise 50-50, et puis c'est très bien, et on fait du lien social, les petits vieux ne se sentent pas isolés. Et puis voilà, c'est très bien. Il y a les jardins communaux aussi, partagés, qui fonctionnent dans plus en plus de municipalités. Et puis il y a le fait d'aller voir des paysans à plusieurs, puis de leur dire, tiens, là, tu laisses en jachère, ou est-ce que tu pourrais nous laisser quelques dizaines d'arbres pour qu'on puisse à 4-5 venir cultiver. Et puis pareil, on te met 4-5 rangs de patates, et puis c'est à toi, et puis des betteraves, et puis machin. Et donc ça se fait, et ça se fait bien. Et puis, si vous avez la chance d'avoir du terrain, apprenez. Il y a beaucoup d'associations qui vous permettent d'apprendre à jardiner, à faire de la permaculture. Vous avez plein de livres, plein de tutos. Alors, rien ne remplace le réel, mais c'est quand même super bien. J'en profite pour faire un coup de pub à la chaîne YouTube de Damien Descartes, qui est vraiment magnifique. Ses ouvrages, pareil, sur les forêts comestibles, etc. Mais vous en avez plein d'autres, de gens qui partagent gracieusement, abondamment, comme un principe de permaculture. Donc, si vous avez moindre bout de terrain chez vous ou près de chez vous, investissez-le. Mettez une petite serre, construisez une petite serre, apprenez à vos enfants à mettre la main dans la terre, parce que voilà, il ne s'agit pas de dresser un portrait noir, mais à un moment donné, il faut se confronter au réel. Beaucoup de personnes ont de la difficulté avec ça depuis 2-3 ans, parce que oui, c'est douloureux, il va falloir changer son quotidien, mais là, je crois que si on ne le choisit pas, cela va nous être imposé de manière pas très agréable. Ça clignote rouge depuis de nombreuses années, voire de plusieurs dizaines d'années. Il y a des alertes. Alors là, on a parlé de l'environnement, le GIEC qui produit des rapports que personne ne lit et tout le monde s'en fout. On va dire, il y a
les programmes d'alimentation nous disent qu'il y a un problème. Nous n'avons plus d'autonomie alimentaire, hein, c'était depuis la fin du mandat de Jacques Chirac, c'est fini. Il y avait dans ce principe gaulliste-là une notion de souveraineté qui se déployait même au niveau alimentaire, c'était le fait d'être le plus autonome possible. Et aujourd'hui, multiplié à ça, vous avez les 2 tiers des paysans qui ne sont pas remplacés. Et s'ils le sont, ce sont par des énormes fermes industrielles, avec des process très complexes, et on est plus proche de l'industrie que de la culture, on va dire, traditionnelle. Donc il y a un remodelage du modèle alimentaire, du modèle économique alimentaire aussi. Si on ne s'intéresse pas à cela, je dirais que privez-vous de calories pendant quelques jours et vous allez voir que ça devient un problème. Alors moi je parle beaucoup de jeûne dans mes vidéos, hein, il y a 70 vidéos sur le jeûne, donc si ça vous intéresse de réguler votre système nerveux en apprenant à jeûner, pourquoi pas, hein, faites-le, je vous encourage, mais je vous encourage surtout à réfléchir sur cette question alimentaire, à vous mettre en lien avec d'autres personnes que vous, autour de chez vous, pour commencer à réfléchir à la question des semences, parce que vous savez qu'aujourd'hui, si vous avez acheté des semences industrielles, la plupart sont stériles, vous ne pouvez pas replanter. Donc là, vous pouvez peut-être mettre un lien avec ce que je vous ai dit, avec une certaine personne qui a un bunker avec toutes les semences. Enfin bon, bref, je ne voudrais pas être taxé de quelque chose que je ne suis pas, mais peut-être que ça vaut le coup de réfléchir à pourquoi des industriels produisent des graines stériles. Et donc autour de vous, vous avez peut-être des semenciers qui font des graines reproductibles, adaptées à votre sol, adaptées à l'hygrométrie, adaptées à l'ensoleillement, adaptées au pH de votre sol, et qui seront extrêmement fertiles. Et puis d'année en année, vous allez faire des graines filles, qui vont être encore de plus en plus robustes, et s'il y a de plus en plus de canicules, vous allez arriver comme Pascal Pot, P-O-O-T, à faire pousser des tomates dans les Cévennes sans arrosage. Ça a pris plusieurs cycles et plusieurs générations pour arriver à ça, mais vous pourrez le faire, nous pourrons tous le faire, parce que c'est la loi du vivant, l'équilibre homéostatique et la mémoire, on va dire, générationnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est parti dans pas mal de sens, mais il me semble que c'est utile. Je vous invite à la partager le plus largement possible. Comme je vous l'ai dit, je vais tâcher de vous documenter le plus possible sur ce que je vous ai détaillé un petit peu dans la vidéo. Pourquoi certaines personnes investissent massivement depuis plusieurs années, est-ce qu'il n'y aura pas des corrélations à faire pour essayer de comprendre un petit peu. En tant qu'éditeur, j'ai besoin de votre soutien si des livres vous intéressent, donc je le rappelle, dans la collection Société, puisqu'il y a de ça, mais il y a plein de livres sur la collection Santé. Donc Mehdi Belhadj-Kassem, Cholari Cocovirus, préfacé par le docteur Louis Fouché. Simone Veil, Note sur la suppression des partis politiques, préfacé par Étienne Chouard. Discours de la servitude volontaire de Étienne de la Boétie, préfacé par Raoul Venegum, philosophe situationniste belge, que je salue. Et puis Louis-Alexandre nous a préfacé au fait de Ansel Belgarrigue, le premier penseur libertaire contemporain de Proudhon et français. Merci à vous.